Eh bien bonjour à tous pour cet épisode du Shop des Titans spécial, puisque c'était il y a à peu près 1 heure la Summer Edition de Shopify, Summer 2024, où on va essayer de vous détailler toutes les nouveautés principales. On listera aussi les nouveautés qui nous ont paru importantes assez rapidement, mais on va se concentrer sur les 9 plus grosses nouveautés. Ils ont annoncé 10 quand on va sur la page, mais en réalité il y en a une, c'est l'intro. Donc Bien joué. C'est bien, ils ont quand même fait un groupement des trucs les plus importants. Ouais, exactement. Mais il se cachait quand même 2-3 petites pépites dans le reste dont on va quand même parler. On va les faire dans l'ordre de Shopify. Et la première chose qui avait été mise en avant, on va faire une intro là-dessus. Ça parlait beaucoup de tout ce qui était market, international et POS. Et vous le savez, c'est les sujets de Ben, donc on va commencer par ça, avec Markets et les nouveautés Markets. Peut-être juste faire un petit laïus rapide sur... Parce que chaque édition a quand même une thématique. La thématique, c'est Unify. Unified, effectivement. Donc vraiment, ce sur quoi ils mettent l'accent aujourd'hui, c'est qu'ils ont unifié énormément de choses qui étaient un petit peu disparates dans le back-office pour faciliter... la vie des marchands tout simplement, et notamment ils mettent vraiment l'accent sur la partie market où vraiment ils ont unifié effectivement beaucoup de choses autour des marchés. Et du coup, Ben, tu vas pouvoir... Merci Thibaut pour cette précision. Mais aussi l'omnicanalité, parce qu'en fait, il parle des markets, mais il y a aussi beaucoup de trucs avec le retail. Tout à fait. Let's go sur la partie marché. Donc, pour essayer d'un petit peu donner un petit peu plus de recul à ce qu'on a vu sur cette partie marché, globalement, historiquement, les marchés de Shopify, c'est soit quelque chose que vous avez en tant qu'organisation, si vous êtes sur Shopify Plus, avec du coup un store dédié pour les US, un store dédié pour l'Angleterre, ou alors, si vous êtes sur un Shopify normal, d'aller dans les paramètres, d'aller définir vos marchés, etc. Là, l'idée, c'est que la fonction Markets de Shopify vienne directement se faire une place dans le back-office de votre site, entre les commandes et les analytics, par exemple, et de, en fait, vraiment simplifier la création de ces différents marchés, de toutes les règles qui vont pouvoir en découler. Le point le plus marquant, de mon point de vue en tout cas, c'est justement de se dire qu'on va pouvoir, quand ce sera du coup disponible partout et en France notamment, créer ces différents marchés et pour chacun de ces marchés, pouvoir définir des règles, des catalogues, des prix spécifiques, des taxes spécifiques pour chacun de ces marchés, pour chacun des B2B de ces marchés, pour chacune de ces boutiques marchés. Donc sur le site, justement, ils présentent un petit peu les différents visuels et comment ça va se représenter. Ça semble être beaucoup plus facile justement à manier que actuellement. Donc ça, c'était le point un peu principal. Donc c'est ça vraiment la nouveauté, c'est qu'avant, on avait POS, B2B qui vivaient un petit peu en parallèle des marchés. Et aujourd'hui, tout est vraiment mélangé pour justement pouvoir bien gérer son POS, son B2B avec du coup les différentes strates de marché sur Shopify. C'est ça, l'Unified Market de Shopify. C'est magnifique. Et avec c'est pratique parce que ça change, ça existait déjà, mais ce qui est assez pratique, c'est que maintenant, tu vas pouvoir avoir les différenciations entre tes différents marchés au niveau du thème, puisqu'on pouvait déjà, depuis 6 mois ou 1 an, je ne me souviens plus, changer par exemple juste la page homepage pour l'Espagne par rapport à celle de la France, par rapport à celle de l'Allemagne, etc. Mais il fallait retourner dans le thème pour se souvenir si on avait changé, etc. Ouais. Là, ça sera directement display dans la partie markets. On saura que telle et telle page est différente d'un marché à un autre. Ouais, il y a une vue plus macro de toutes les modifs qu'on fait en fait. Exactement. Et du coup, pour terminer un petit peu sur la vue marché, donc les autres points un peu importants qui étaient évoqués, c'était donc quelques autres petites features comme notamment le UPS Worldwide qui va être disponible un petit peu partout. Un autre point aussi assez intéressant qui bloquait pas mal de clients justement Shopify, c'est la possibilité d'avoir plusieurs entités économiques directement justement avec Shopify Market. Historiquement, il faut avoir qu'un seul compte Shopify Payment pour pouvoir recevoir les versements. Là, si vous souhaitez avoir une entité spécifique de facturation pour les États-Unis, pour ne parler que d'eux pour ça tu l'as vu ça du coup? Ouais, je l'ai vu aussi. Tu as fouillé parce que c'était dans d'autres... c'est un peu plus parce que ça c'est important quand même. Ça c'est super important. Donc voilà, à voir. Et sinon, autre point très important aussi, ils mettent l'accent sur le Japon. C'était pas le cas avant. Et il y a tout plein de fonctionnalités qui sont disponibles sur le Japon. La traduction, les ouvertures justement d'expédition. Parce que le Japon était en retard un peu par rapport à certaines fonctionnalités. Complètement. Sur l'affichage de la typo par exemple, apparemment ça s'affichait pas très bien sur les trades. Et là ils ont prévu que ça s'affiche mieux, etc. Voilà, donc après
Après, il reste encore d'autres petites fonctionnalités, mais c'est les plus importantes et intéressantes que j'ai notées. C'est déjà assez fat. Nous, on a pas mal de clients en tête, je pense, là déjà, que ça pourrait intéresser. Sur le Japon, en vrai, ça peut paraître des mini-changements, mais le fait de pouvoir aller adresser le Japon, c'est quand même hyper intéressant. Trop cool. On va passer sur le deuxième point, du coup, qui m'est adressé. C'est sur le split shipping. Donc ça, grosse nouveauté aussi. Ça va pas concerner forcément tout le monde, mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir, lorsqu'on fait une commande de multi-produits, donc on commande 2, 3, 4 produits, et que ces produits sont disponibles au niveau du stock à plusieurs endroits différents, donc possiblement avec des règles d'envoi différents. Alors sur la France par exemple, ça va moins concerner des différences de pricing sur le shipment, parce que généralement qu'on envoie de Marseille ou je sais pas, de Brest, ça va plus ou moins être le même prix. Par contre aux États-Unis, ça a un gros impact. Mais cependant, lorsque vous avez un produit qui est disponible dans un warehouse à un certain endroit et un autre produit qui est disponible dans un autre warehouse, vous allez pouvoir maintenant splitter l'envoi. Vous allez avoir 3 options. Une option qui est l'option la moins chère. Donc vous allez choisir tout ce qui va être en faveur du client qui va commander. Donc ça peut être, pour un produit, ça peut être free si ça a été déterminé comme étant possiblement gratuit sur le premier produit qui est dans le warehouse A. Et par contre, ça peut être le moins cher, ça peut être quand même 5 € pour l'autre. Par exemple, si c'est un canapé, le deuxième, c'est très lourd, donc ça coûte forcément de l'argent. Et après, il y a une option qui est sur mesure. Donc on peut cliquer dessus et déterminer pour chaque produit de son panier quel shipment on veut. Il donnait un exemple d'ailleurs dans la vidéo qui était sur la page de la Summer Edition. Il mettait quelqu'un veut commander des fournitures pour son bureau, donc une chaise, un canapé, une table et une lampe de chevet. La lampe de chevet, c'est hyper urgent parce que sa lampe de chevet est cassée. Il met en commande très rapide. Par contre, pour le reste, il en a déjà et en fait, c'est très lourd et donc il préfère ne pas payer trop cher. Donc ça veut dire que, juste pour bien comprendre, ça tu peux le faire même si ça vient du même warehouse ou pas ? Je crois pas, justement. Alors honnêtement, j'ai essayé de fouiller pour voir. Je suis pas certain que tu puisses le faire si ça vient du même warehouse. Okay. Je ne pense pas. Donc c'est vraiment une règle d'expédition par warehouse, mais pas par item du panier par contre. Exactement. À voir dans la pratique, je me suis évidemment posé la question, j'ai regardé de ce que je vois, je pense que c'est lié au warehouse. On verra dans la pratique, je pense qu'on va le savoir très vite, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps de fouiller en détail, mais normalement c'est lié au warehouse. Mais c'est vrai qu'en France, c'est pour ça que je disais en France, c'est cool, ça va peut-être un peu moins nous concerner, mais je vois des clients comme tu vois par exemple Articonex, hyper intéressant parce qu'ils ont des produits très très lourds qui sont forcément en pick-up store, et par contre ils ont des produits très légers qui peuvent être envoyés. Donc tu vas pouvoir faire un split de ce produit-là je vais aller chercher en store et celui-là je vais te l'envoyer et tu n'auras plus besoin de faire des commandes séparées. Ce qui n'indique pas, parce que j'ai pensé à Articonex aussi sur ce sujet-là, ce qui n'indique pas c'est s'il est possible de pouvoir fragmenter la commande et de pouvoir récupérer tel produit justement à chaque entrepôt. En fait, alors il y aurait, ça on en parlera plus tard, mais il y aura une technique, c'est-à-dire que tu pourras créer 2 warehouses, un warehouse pick-up store et un warehouse le même mais de stock. Et envoyer un stock du même warehouse et avoir aller pick-up store sur le même warehouse aussi. Bon bref, ça c'est du détail de mise en place. Mais voilà pour ça. Et dernier point, ça fonctionne aussi avec subscription. Alors pour le coup, là si tu as un produit qui est en commande classique d'envoi et l'autre qui est en subscription, tu peux décider par exemple ton produit de l'envoyer en express chez toi. Et par contre le subscription le mettre en gratos, livré en point relais éventuellement. Voilà pour ce point-là. Et donc, on va passer au troisième point qui est l'IA au global. Thib, fais-nous un petit résumé. Oui, voilà, c'est toujours moi qui parle de l'IA de toute façon. C'est toujours à peu près les mêmes choses que je dis parce que ça avance doucement. Alors, évidemment, on nous a parlé de Sidekick, qui est un peu l'Arlésienne, même si apparemment c'est déjà disponible sur plusieurs milliers de stores. Ouais. Et il le déploie en fait au fur et à mesure. Je pense que c'est très américain pour l'instant. Exactement. Mais voilà. Bon, pour rappeler, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de Sidekick encore, du coup, Sidekick, ça va être l'assistant IA qui va être intégré à votre store directement. Donc, c'est comme avoir un mini chat GPT dans le store qui connaît du coup le contexte de la boutique, ce qui est intéressant. Et du coup, en fait, c'est vraiment votre assistant virtuel. Donc, en tant que marchand, vous pouvez lui poser des questions, lui demander aussi de faire des choses. Par exemple, vous pouvez lui demander de créer un segment de clients en demandant fais-moi un segment avec ceux qui ont dépensé plus de 400 $, enfin 400 € du coup, je prends l'exemple américain, sur les 90 derniers jours. Du coup, Sidekick va vous créer le segment et après vous pouvez lui dire sur ce segment, crée-moi un discount de tant de % sur telle collection valable de temps à temps, et en fait il va tout faire lui-même. Donc voilà, en fait c'est vraiment une interface qui
vous évite d'avoir à aller à différents endroits du back-office, mais du coup de centraliser vos demandes pour que ce soit géré par l'IA. Donc dans les faits, c'est super intéressant. Franchement, on a hâte de tester ce truc-là et voir vraiment jusqu'où ça peut aller en termes de tâches à accomplir, en termes de réponses à apporter à nos questions. Voilà, je pense que ça peut être assez cool. Même, nous, en soi, en tant qu'agence qui accompagnons des clients, qui répondons à leurs questions sur les paramétrages de boutique, parfois les clients ils ont des questions... alors je dis basique parce que pour nous c'est basique, mais effectivement pour certains marchands c'est pas toujours très clair comment s'y retrouver dans le back-office. Donc finalement ça a créé une espèce d'interface qui peut faire comme un support instantané en fait, disponible à tout moment. Donc c'est quand même une bonne chose, hein. Je pense que ça va aider pas mal de monde. Voilà, donc on va attendre de savoir quand ça arrive chez nous. Voilà, ils disent qu'il y en a plus de stores qui vont pouvoir découvrir ça là cette année. Donc, Alors, petite parenthèse, c'est vrai que là, on va pas à chaque fois pouvoir dire si c'est disponible maintenant ou pas, parce que c'est vrai qu'ils ont été assez flous en règle générale. Ouais. C'était dispo, il y en a 2-3 quand même, on sait que c'est dispo maintenant. Mais là, les autres années, enfin les autres editions, c'est vrai qu'ils disaient c'est déjà dispo, c'est dispo que pour plus, ou c'est bientôt dispo, ou c'est dispo qu'aux États-Unis. Et là, c'est franchement un peu fou. J'ai dû aller cliquer des fois sur le bouton pour voir, c'est pas disponible pour votre pays et tout. Donc un peu chiant. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le détail. Ils indiquent quand même quelques early access. Il y a quelques modules justement, une note. Il faut s'inscrire pour avoir en early access. C'est ça. D'ailleurs, ça, c'est exactement le cas. Il faut en fait faire la demande si on veut recevoir Sidekick sur son store. Mais voilà, il faut être éligible et je n'ai pas creusé encore, mais je pense que si on n'est pas aux États-Unis ou en tout cas avec un back-office anglais, ça va être compliqué d'avoir ça pour l'instant. Mais bon, voilà, sujet qu'on reverra de toute façon aux prochaines éditions, donc on en reparlera. Rendez-vous en janvier. Voilà. Ensuite, il y avait du coup Magic, donc Shopify Magic, ça pareil, ils en parlent souvent, mais ça pour le coup, c'est quelque chose qui est arrivé dans les back-office depuis un petit moment. Il y a eu un tout premier test il y a, je sais plus, peut-être un an maintenant, je pense, les premiers tests de Magic dans le back-office, où c'était vraiment juste pour... des textes, je crois que c'était pour des descriptions produits. Exactement, ou des choses comme ça, principalement. Voilà, donc c'était vraiment un premier test pour voir si les gens utilisaient déjà, si ça marchait bien. Ça a été apparemment un succès et du coup ils ont continué de mettre ça en place à pas mal d'endroits où on peut écrire des textes, donc pour faire des articles de blog, pour faire plein de choses comme ça. Et du coup ils ont fait évoluer ça, donc aujourd'hui on n'a plus seulement les textes, on a aussi les images qui peuvent être améliorées avec Shopify Magic et c'est assez cool, honnêtement. On a fait quelques tests tout à l'heure d'ailleurs avec Ben. Alors petit truc, donc pour essayer l'éditeur d'images avec l'IA de Shopify, donc il faut passer son back-office en anglais, sinon vous ne l'aurez pas. Petit truc à savoir. C'est bien pratique. Et du coup, si vous le passez en anglais et que vous allez, donc pour l'instant c'est dans le back-office pour la création de produits, donc vous allez sur votre fiche produit dans le back-office, vous cliquez sur l'un des médias, l'une des images du produit, et vous aurez du coup un petit onglet tout en bas à droite qui va vous permettre du coup de modifier le background de votre image. Donc en fait, ça va détourer automatiquement le produit de votre image, et ensuite vous allez pouvoir rentrer une petite description textuelle en disant... Pour le background. Ouais, exactement. Derrière mon produit, je veux que mon produit soit posé sur un rondin de bois avec des feuillages autour et un soleil qui se couche. Et, voilà. Et du coup, l'IA va générer ça, vous proposer plusieurs images, vous allez pouvoir choisir celle que vous voulez et l'utiliser sur le site. Et franchement, ça marche bien, le détourage est propre. Voilà, c'est plutôt cool d'avoir ça, je trouve. Notamment pour ceux qui n'ont pas forcément le budget de faire des photoshoots ou des choses comme ça assez poussées. Ça permet, avec juste un packshot basique, d'avoir du coup un rendu assez quali facilement sur le site. Trop cool. Donc voilà, petit truc à tester si vous le souhaitez. Et du coup, ce qu'ils annonçaient là, donc ce truc-là est dispo dès maintenant dans le back-office pour la gestion des images produits. Et ça va arriver du coup pour les emails, pour le Online Store Editor, donc en gros à tous les endroits où on aura des médias, on va pouvoir faire ça maintenant. Ce que j'allais dire sur l'inbox, c'est assez intéressant. Alors c'est vrai que Shopify Inbox n'est pas ultra méga utilisé aujourd'hui parce que Klaviyo est favorisé. Des systèmes comme Gorgias ou Crisp aussi permettent de centraliser tout ça, qui ont déjà ce type de fonctionnalité pour pouvoir répondre aussi plus vite. Donc voilà, mais hyper intéressant quand même d'avoir cette possibilité de répondre avec de l'IA de façon plus... alors du coup, oui, et du coup tu as rebondi sur mon troisième point qui était effectivement d'utiliser Shopify Inbox avec Shopify Magic.
Donc, alors, ce qu'il nous dit, c'est qu'on peut augmenter notre taux de conversion de 69% oui. si jamais on répond en temps réel aux questions Oui. de nos visiteurs. Oui, les pourcentages, je Donc, on les connaît. Donc, après, je ne doute pas que ce soit effectivement efficace complètement. D'avoir un chat avec des gens qui répondent aux questions. Et du coup, ce qu'il nous dit, c'est que avec du coup, donc Shopify Inbox, donc qui est l'espèce de chat de Shopify en fait, hein, c'est ça? Oui, mais c'est surtout que ça te permet de prendre les données que tu vas avoir sur tout ton store pour pouvoir avoir une réponse automatique, notamment quand tu as des demandes de retour produit ou des insatisfactions. De ce que je comprends, c'est que ça récupère les datas de la commande de la personne qui est en train de se plaindre potentiellement pour dire ah pardon nan et te proposer je sais pas un discount dans la foulée. Donc voilà. Ouais, en gros c'est disons que Shopify Magic en fait a accès au contexte du store et du coup pouvoir répondre à des questions pour les visiteurs en donnant des infos sur les produits, sur peut-être les modes de livraison, le prix de la livraison, les choses comme ça. Voilà. Exactement. Ça peut être intéressant. C'est un peu ce qui a l'air d'être mis en avant justement, c'est le fait que l'IA soit rattachée au store et toutes les informations, on peut te proposer des réponses beaucoup plus pertinentes peut-être qu'un autre système. Tu as déjà des trucs en fait automatisés avec le Shopify Flow en fait quand tu crées justement tout un système un petit peu d'emailing, de relance d'un panier machin etc. C'est Shopify Inbox qui se met dessus et là en fait on va avoir du coup la génération de contenu avec Magic. Exactement. Et c'est tout pour l'IA. Yes, carrément. On est déjà à 15 minutes, oulala. Ça va être très compliqué. Analytics, on va essayer d'aller un peu plus rapidement. Mais enfin, ces 3 premiers points étaient peut-être les 3 principaux, donc ça tombe bien. Analytics, donc il y a plusieurs changements. Le premier changement assez important, c'est qu'on va pouvoir éditer le dashboard des Analytics pour pouvoir vraiment faire le dashboard qu'on veut, un peu à la manière d'un Looker Studio, mais plus simple. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est qu'on va pouvoir créer des tableaux de données dynamiques. Donc ça veut dire quoi? C'est un peu comme sur Excel, lorsque vous créer des tableaux de croisée. Tableaux croisés dynamiques. Tableaux croisés dynamiques, voilà, c'est très difficile à dire. Mais tu l'as dit parfaitement tout à l'heure. Je sais plus, j'ai bugué. Et c'est vrai que dans Shopify, quand on voulait analyser certaines données, il fallait rentrer dans un report, modifier la donnée avec généralement une ou deux données seulement. Donc principalement la donnée des ventes par exemple, je dis n'importe quoi, et après filtrer avec les clients, etc. Là, on va pouvoir vraiment avoir un tableau dans lequel il y a les ventes, la conversion, les marges, avec des filtres aussi également. Donc vous allez pouvoir vraiment rajouter autant de données quasiment que vous le souhaitez. Ils montrent des exemples d'ailleurs dans la page de la Summer Edition où vraiment ils mettent beaucoup de données. Ça n'a pas forcément de sens, mais ça montre que tu peux quand même aller beaucoup plus loin qu'avant. Et c'est vrai que moi dans la partie CRO je me suis souvent confronté à ça. J'étais c'est extrêmement chiant. Si tu veux analyser des trucs, il faut aller analyser un truc, tu prends ta calculette, tu croises les deux tableaux pour voir le ratio et tout. Là tu vas avoir créé des ratios entre deux données, j'ai n'importe quoi, le nombre de sessions sur la conversion, d'où vient le trafic de Facebook, est-ce que la conversion elle est meilleure. Tu vas pouvoir comparer pas mal de trucs. Donc c'est principalement ça en réalité. Je n'ai pas beaucoup d'autres choses à dire, mais globalement les analytics vont être simplifiés. Il y aura des reports déjà proposés. C'était déjà le cas, mais là, peut-être avec plus de données croisées. Et vous pourrez faire la from scratch, ce qui était un peu la promesse à un moment donné de Shopify QL, si je ne dis pas de bêtises, qui ne marche pas toujours super bien. Mais là, vraiment, on va pouvoir faire des tableaux vraiment comme on le souhaite. Et donc, on va passer... Tu voulais dire un truc, Ben? Non, on va passer du coup à la partie thème, qui est un point aussi assez changeant et assez intéressant, Thib. Ouais, en fait, ils sont depuis quelques temps dans une logique de sections de plus en plus modulables. Ils appellent ça les flex sections. Donc, c'est vraiment cette idée d'aller vers des sections où on n'a plus juste quelques champs qui viennent injecter des contenus, mais vraiment d'avoir des sections qu'on peut paramétrer et un petit peu moduler comme on le souhaite. Donc, à chaque édition, ils nous rajoutent des éléments en plus pour nous, les développeurs de thèmes, histoire de, encore une fois, ajouter des options supplémentaires pour les marchands. Donc là, il y a quelques nouveautés qui sont plutôt sympas. Donc, il y a ce qu'ils appellent les New Style Settings, qui sont tout simplement des champs un peu plus visuels. Donc, par exemple, avant, alors c'est vraiment un détail, mais avant, quand on mettait une option pour aligner le texte à gauche, au milieu ou à droite, on écrivait alignement du texte, et puis il y a 3 boutons, gauche, milieu, droite. Aujourd'hui, on pourra utiliser une série d'icônes avec des flèches. En gros, c'est ça la nouveauté. Ça permet quand même un peu mieux de regrouper les boutons ensemble et de réorganiser tout ça pour que ce soit tout simplement plus facile à aborder pour le marchand et que ce soit un peu moins austère que ce qu'on a aujourd'hui. Après, à côté de ça, il y a quand même quelque chose qui est ultra intéressant qu'ils nous ont présenté, c'est toute la partie responsive sur ces options-là. Jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, ce qu'on fait très souvent, par exemple, quand on a une banner et qu'on veut une image différente entre le desktop et le mobile, c'est tout simplement, on a deux champs, on a un champ desktop
un champ mobile pour mettre les images. Ouais. Aujourd'hui, ils vont vraiment utiliser l'interface de l'éditeur de thème où on peut déjà switcher entre la vue desktop et mobile. Et du coup, ils vont utiliser ce switch-là tout simplement pour avoir les mêmes champs entre les deux. Et en gros, vous êtes donc sur la vue desktop, vous rentrez votre image, vous switchez après sur la vue mobile et ils vous disent, bon bah, à partir de ce moment-là, si vous changez des valeurs dans les champs sur le côté, ça va venir écraser la valeur desktop, mais juste pour la partie mobile. Donc en gros, vous rentrez votre image sur mobile, vous switchez sur desktop, vous switchez ensuite sur mobile et vous rentrez l'image. Et du coup, vous aurez ainsi les deux images différentes avec les deux vues. Et voilà, du coup, visuellement, ça permet de un peu mieux s'y retrouver, de voir directement le résultat aussi de ce qu'on est en train de faire et d'éviter de multiplier les champs. Donc ça va être un petit peu plus clair et accessible, je pense, voilà, dans le visuel. Donc, voilà. Après, il y a pas mal d'autres petites choses, mais c'est du détail et c'est des choses que nous, on va intégrer de toute façon dans nos nouvelles façons de coder pour avoir tout simplement des sections plus faciles à aborder et à administrer. Il y a un élément qui était quand même assez cool, moi je veux bien appuyer dessus rapidement, c'est justement le fait de pouvoir sélectionner un objet, chose qui n'était pas forcément disponible avant. C'est-à-dire que quand on fait une sélection, ou avant on venait sélectionner un produit, là on peut laisser la possibilité, comme c'est le cas sur les éléments de navigation, de venir sélectionner une page, une collection, un article de blog, un produit. Donc c'est quand même assez cool. Oui, c'est ça, c'est un nouveau type de champ en fait. Effectivement, avant, quand on crée une section avec 3 blocs côte à côte, on pouvait dire soit on met un produit, une collection ou une page par exemple, mais du coup il fallait prévoir les 3 champs. Exactement. Et faire une espèce de logique de priorité entre ce qui était rempli ou non. Là maintenant on a juste un champ ressources où on peut venir choper un produit, une collection, une page, un article de blog, etc. Donc, voilà, ça sera effectivement encore une fois une logique de réduire le nombre de champs et de rendre tout ça un peu plus facile à appréhender. Merci Thib. Avant de passer sur une partie où Ben va nous décrire plein de trucs, plein de nouveautés entre markets, le shipping et POS, je vais parler rapidement d'Hydrogen. Alors Hydrogen c'est quoi ? C'est un système de framework pour les headless. Donc un headless c'est quoi ? C'est un Shopify dans lequel le back-office est Shopify mais le front est fait avec une autre techno, très souvent React. Nous on n'en fait pas donc on va en parler très rapidement. C'est quand même intéressant d'en parler puisque Hydrogen, donc le headless, permet désormais d'avoir un système de visual editor, donc pour pouvoir voir lorsqu'on dev ce qui se passe vraiment au niveau front, alors qu'avant c'était un peu GitHub, on push, on regarde à quoi ça ressemble, etc. Là maintenant c'est un éditeur, c'est visual editor Utopia, je sais pas exactement ce que c'est, mais j'imagine que c'est peut-être une boîte qui fait ça, qui a été rachetée par Shopify. Avec la possibilité aussi de laisser des commentaires sur l'éditeur visuel pour pouvoir mettre des commentaires en peer programming. Donc ça c'est assez intéressant. Et avec des possibilités de modification du contenu qui était la gros pain point quand même des headless. Donc pareil, je ne sais pas si c'est disponible maintenant tout de suite. Est-ce que ça répond vraiment à une demande de simplification du headless ? Sans doute un peu, mais je pense que c'est pas encore non plus aussi simple que ça pour les marchands. Mais en tout cas, ça va dans ce sens-là. C'est tout pour ça. On va passer directement. J'ai un point sur Markets, mais c'est peut-être des points que tu as déjà donné au premier point. Sur les restrictions de certains pays. Directement puis la fiche produit avec UPS aussi. Tu en as déjà parlé tout à l'heure. J'en ai parlé rapidement. Ouais. Vas-y, enchaîne sur le point que tu avais. Ouais, pas de problème. La suite, du coup, c'est plus sur la partie, donc c'est sur la partie logistique. Attention, c'est pas POS là spécifiquement. C'est ce qu'on appelle le ship to store. En fait, globalement, c'est quelque chose qui n'était pas disponible auparavant. Si vous êtes un commerçant Shopify et que vous avez plusieurs boutiques qui utilisent potentiellement POS ou des emplacements avec des stocks spécifiques, c'est la possibilité de se dire, ok, un client souhaite commander un produit et de le récupérer dans la boutique qui est juste à côté de chez lui. Le ship to store, c'est de se dire qu'au lieu que ce produit qui n'est pas disponible dans la boutique soit expédié à partir du warehouse qui est de l'autre côté de la France, qui soit plutôt envoyé directement de la boutique qui est la plus proche, qui a des stocks directement à disposition. Donc ça, c'est un paramètre, de ce que j'ai vu en tout cas, un paramètre à changer sur justement vos emplacements pour dire ok, cet emplacement est éligible pour le ship to store, pour faciliter justement l'intergestion des stocks entre les différentes boutiques. Okay. Ouais, c'est vraiment les transferts entre les boutiques pour que les gens puissent aller chercher à la boutique qui est à côté de chez eux sans souci. C'est ça. Et du coup, le deuxième point, donc ça c'est le ship from store, qui là du coup est une fonctionnalité Shopify POS assez intéressante. Un petit peu de la même manière d'essayer de gagner un petit peu du temps et que ça parte pas forcément du warehouse, c'est de se dire ok, j'ai un client qui fait une commande qui doit être expédiée chez lui et on a une boutique qui est positionnée juste à côté. Eh bien, on peut faire en sorte que sur l'interface justement POS des gens qui sont disponibles dans cette boutique, ils reçoivent une notification
justement une notification de commande, pardon, et que ce soit eux, dans la boutique, qui s'occupent de gérer la préparation de la commande pour faire l'expédition. Donc, ils préparent toute la commande, ils valident justement tous ces éléments, prévoient du coup le bordereau d'expédition, et ça part justement de POS. L'idée, voilà, c'est vraiment sur ces blocs, l'omnicanalité et surtout une gestion logistique un peu plus réfléchie plutôt que le gros warehouse qui gère ensuite avec les différents POS. Et là, une intercommunication entre le warehouse et les différents POS. Oui, ça permet d'avoir des stocks un peu partout et quand même de réussir à s'y retrouver et avoir les stocks où il faut au bon moment, quoi. Ouais, et on a, déjà d'une manière générale, il existe sur Shopify des paramètres justement d'affectation des commandes, des règles un petit peu d'expédition, et de se dire que on peut définir quelles sont les logiques de base d'expédition. Est-ce qu'on va d'abord envoyer là, de là où il y a le plus de stock, ou est-ce que c'est la proximité, ou est-ce que c'est ce qui devrait coûter le moins cher en expédition aussi. Et une petite option aussi intéressante qui permettait, lorsqu'on a une commande qui est adressée à notre magasin, donc on a la notification qui arrive sur POS qui nous dit vous avez une commande à préparer avec ça. Si jamais il disait le magasin il est débordé, etc., on peut dire envoyer la commande à un autre magasin. Et le magasin partenaire, alors je sais pas si ils s'embrouillent après, mais alors, c'est l'autre magasin finalement qui reçoit la commande parce qu'ils sont potentiellement moins occupés, etc. Donc ils peuvent transférer une demande de commande et une demande surtout de préparation de commande. Parce que c'est vrai qu'en magasin, des fois, quand on est hyper busy, on n'a pas le temps même sur une journée complète de préparer. Donc, où tu peux potentiellement voir et te dire genre ok, moi je suis arrivé à mon stock critique de ce produit-là, c'est préférable que moi je le garde en stock parce que je sais que il y a 2-3 personnes qui sont venues et qui voulaient l'acheter demain, donc je la passe un autre. Et pardon, mais tout à l'heure c'est vrai que je me suis un peu embrouillé sur Market, je disais qu'il y avait un point sur Market, mais c'est vrai qu'il avait séparé de ce que tu as dit tout à l'heure, donc tu avais redit en premier point pas mal de choses sur la partie Market, mais il y avait un truc en plus qui était hyper intéressant, c'était lorsqu'on décide d'inclure ou pas les taxes dans la partie de checkout, il y avait un prévisualisateur qui permettait de voir le rendu avec les taxes incluses ou pas. Mais sinon, le reste, en effet, tu en avais déjà parlé. Et ok, trop cool. Et après, il y avait une partie sur POS qui avait été évoqué aussi. Ouais, POS. Alors, le premier élément qui est corrélé du coup à POS Go, donc pas encore disponible en France malheureusement, justement avec la possibilité de faire de l'envoi de facture en un clic. Vous gérez la commande, clac, possibilité de faire un envoi par email, etc. Et du coup, connexion automatique en fonction de l'email, si le client a déjà ShopPay aussi. POS Go, petite parenthèse, c'est le terminal physique de paiement de Shopify qui n'est pas encore disponible en France, qui devrait arriver très bientôt. Voilà, exactement. Et après, du coup, c'est... Ça fait un petit moment qu'il doit arriver très bientôt, non ? Il est censé arriver là très bientôt pour de vrai. Okay. On n'a pas plus d'informations concrètes. Ça, et du coup, après aussi, plus de paramètres en fait, au niveau des rôles. Mais ça évolue en fait de manière assez fréquente sur les rôles des utilisateurs et des vendeurs sur POS. Notamment le fait de pouvoir ou non faire en sorte que certains vendeurs puissent récupérer des informations clients, certaines typologies d'informations clients. Et dernier gros chapitre assez cool aussi sur la gestion des retours avec POS, c'est de se dire que pour chaque produit peut avoir du coup des règles de gestion des retours et de se dire que nativement pour un vendeur avec un rôle limité vendeur, il ne puisse pas bypasser les règles de retour. Donc si quelqu'un revient, je dis n'importe quoi, 3 semaines après avoir acheté un produit qui a des règles de retour de 2 semaines, le retour est bloqué. Et du coup, il faut avoir une certaine autorisation pour pouvoir débloquer et pouvoir gérer le retour si on octroie justement ce service au client ou pas. Okay. Donc ça permet d'avoir l'info visuellement rapidement pour la personne qui est en boutique du coup. Sur POS, ouais, carrément. Plus facilement. Quoi. Très cool. Et ben on a fait toutes les principales nouveautés. Je comptais faire un peu une liste de plein d'autres nouveautés, mais je pense qu'on va pas avoir le temps, ou en tout cas peut-être qu'on pourra le développer dans un autre. Je vais en citer quand même juste 2-3. Tu t'en as parlé tout à l'heure, Ben, je crois que c'était avant de commencer, qui était hyper importante. C'était que sur le B2B, on pouvait faire des deposits. Lorsqu'on faisait un achat sur un store B2B, donc les deposits, c'est en gros des acomptes, un pourcentage que vous pouvez décider. Donc ça, point hyper important. Le thème trade, pour rester sur le B2B, qui est le thème spécifique B2B qui est gratuit Shopify, qui notamment a des pages spécifiques pour acheter en bulk. On a eu cette problématique avec un client récemment qui voulait faire une page sur laquelle il y avait le display de plein de produits et mettre des catalogue, au panier, exactement, mais avec page catalogue, avec des listes pas forcément hyper sexy en B2C, mais en B2B c'est vachement pratique. Donc il y avait ça qui était hyper important. Le pick-up
in-store avec ShopPay, parce que c'était pas possible avant. Si tu passais par ShopPay, donc l'achat en one click, et ben c'était forcément de l'envoi à domicile. Là maintenant, on peut aller. Non, pardon, il y a différentes façons de faire, mais en tout cas, le pick-up in-store n'était pas disponible. Shopify Flow, donc, qui sert à faire des automatisations, a désormais accès au MetaField. Donc je crois que c'est soit le titre, soit le numéro. Je maîtrise pas tout sur la partie Shopify Flow, mais en tout cas, on peut aller chercher différentes données. Mais Flow avait déjà accès au MetaField. En fait, Flow, on pouvait utiliser les MetaFields, mais il fallait écrire en JSON des scripts un petit peu plus complexes. Là, tu peux aller. C'est que l'interface a été revue. voilà. Ah oui, parce qu'effectivement, là, c'était galère. Moi, j'avais essayé de le faire sur un client. C'était un peu chiant de savoir comment rédiger le truc. Donc cool. Là, on peut possible, c'est facile. Là, elle est dans la liste des différentes données qu'on peut récupérer de base. Et l'autre grosse nouveauté aussi, c'était la disposition plus simple des apps dans la partie Account Extensibility et dans la page de remerciement aussi de paiement. Ça qui est disponible maintenant pour tous les stores sur lesquels on va pouvoir rajouter très facilement les apps. Ça veut dire quoi, rajouter très facilement les apps? Parce que c'était déjà disponible, mais là maintenant on va pouvoir à partir du thème faire ajouter, et lorsqu'il y aura une app compatible, elle sera directement disponible et on pourra l'ajouter et la mettre un petit peu où on veut. Ok, directement dans les blocs du checkout. Une app en effet. C'est pas genre un configurateur où on vient ouvrir le thème pour pouvoir écrire ce qu'on veut. C'est vraiment, il faudra que ce soit une app. Donc ça peut être, il mettait un exemple avec une app de fidélité par exemple. Donc je sais que Loyoli a développé son app pour la partie checkout très très récemment, sur lequel vous allez pouvoir rajouter Loyoli en 3 clics par exemple, si vous avez installé Loyoli dans votre back-office. Mais c'est le cas aussi pour plusieurs choses. Tu dois faire ça aussi en parallèle de l'app, du coup c'est quoi, c'est Shopify Blocks, un truc comme ça là, qu'ils ont mis gratos là, Checkout Blocks. Ça aussi c'est en effet un gros point, c'est que Checkout Blocks, donc, qui était une app de bloc de Shopify. Pareil, j'ai pas le détail, mais j'ai l'impression qu'elle a été rachetée aussi par Shopify. Ils ont racheté plein de trucs. Oui, ça a été racheté. Je crois que c'est ça, c'est ça. Ouais. Et du coup, maintenant, ils le mettent à disposition gratuitement pour pouvoir créer ces petites apps. Je pense que c'est gros argument pour vendre du Shopify Plus de toute façon. J'imagine que peut-être qu'il n'y a pas assez d'agences qui proposaient des checkout extensions et que du coup, il y a pas mal de marchands qui avaient du mal à faire ce qu'ils voulaient dans le checkout. Donc là, il y a eu vraiment une app de bloc d'extension pour le checkout qui est gratuite si on a Shopify Plus. C'est quand même assez fou. Et je pense que je vais m'arrêter là, j'en avais d'autres, mais c'est moins, on va dire que c'est moins valuable que ce qui a été cité avant. De toute façon, on fera des épisodes thématiques, je pense, pour aller un peu plus profond dans les sujets. Et puis il y a sûrement des petites nouveautés qu'on a pas vues. Post-analyse Summer pour rentrer plus dans le détail. Surtout avec après des cas avoir pratiques. surtout après avoir pu les tester pour certains besoins un peu spécifiques clients et voir ce qui est réellement disponible à date sur nos Shopify français. Très bon point, exactement. Et merci messieurs. Merci. On se retrouve très bientôt pour un épisode où on va sans doute rentrer un peu plus dans le détail. D'ici 1 ou 2 semaines, on verra en fonction de notre temps. N'hésitez pas à aller sur la page qui détaille tout ça. Vous tapez Summer Edition 2024. Je crois que c'est shopify.com/edition/ Summer 2024, et vous trouverez toutes ces nouveautés en détail. Il y en a 177 exactement, donc c'est quand même pas mal. Et puis on se retrouve très vite. Merci. Salut. Ciao.